que Terence Malick a choisi ce directeur de la photographie. Parce que, disait-il, c'est quelqu'un qui ne truque pas la lumière. Et il avait parfaitement raison. Alman Gross est quelqu'un qui est réputé pour ça. C'est pour ça qu'il a travaillé avec Eric Rohmer aussi beaucoup, qui n'ajoute pas à la lumière une espèce de pureté de la lumière. Là, alors il y a une chose à ajouter, c'est que, vous avez peut-être remarqué, il y a un second photographe, qui est Axel Wexler, qui est également un grand photographe américain, lui, qui aurait, dit-on, travaillé à la fin du film. Je suppose que c'est les dernières séquences, probablement parce qu'Alman Gross était pris à ce moment-là par un autre tournage. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je n'ai pas trop vu la différence. Alors, sur les rapports peinture-cinéma, je voudrais faire une petite remarque pour commencer, en espérant que vous allez prendre la parole, parce que je ne voudrais pas monopoliser le discours. C'est que, on voit, il y a vraiment de quasi-citations de 2 ou 3 œuvres, notamment de Hopper. La maison, qui est filmée parfois exactement sous le même angle que Hopper a peint la sienne, celle qu'il a peint, c'est pas celle qu'il habite, je suppose, ou la locomotive dans la prairie, exactement, il y a une toile également à l'exposition parisienne qui a exactement le même œuvre. Bon. Et puis alors, il y a un autre passage où c'est les moissonneurs dans le champ qui rappellent un tableau très nettement un tableau de Hopper sur une cueillette de je ne sais plus quel père. Enfin bon, ça a vraiment la même dispersion de personnages dans une végétation assez élevée. Alors, comment ça fonctionne? C'est là que je voudrais proposer une hypothèse. Il me semble que d'un côté, la peinture sert de garantie, notamment de garantie historique au cinéma. Comme on a vu ces images, comment elles ont été souvent reproduites, etc., elles servent de preuve que la reconstitution est bonne. Le soin de la reconstitution est manifeste dans le film de Malick. Il touche toutes ces machines, ces belles vieilles machines agricoles, enfin, je ne sais pas comment il en a trouvé autant, le linge de maison, notamment, c'est très fréquent, hein, ça chez Malick, il adore ça, les broderies, etc. Bon. Donc, il y a ça, c'est un côté. Mais réciproquement, le cinéma sert de garantie à la peinture, puisque il permet de développer l'image fixe. Jamais dans ce film, l'image picturale n'est isolée. On peut la fixer, évidemment, mais elle est mise en mouvement. Ainsi que la maison, elle joue un rôle différent selon les plans, ça bouge beaucoup. De même, la locomotive, d'abord, elle est annoncée par ce plan magnifique où il y a ce train sur un pont très en hauteur qui passe, et puis après, elle continue à évoluer, et elle annonce également le thème très important. On voit deux types de machines, si j'ai bien compris. D'une part, des tracteurs à vapeur, ça devait exister à l'époque, qui évoluent dans le champ, qui vont évoluer encore pendant l'incendie, et d'autre part, ce qu'on appelait des locomobiles, c'est-à-dire des machines qui servent à se relier par courroie à une batteuse. Ça servait à battre le blé. Donc, c'est ce qu'on voit dans les dernières scènes de la moisson. Donc vous voyez, il y a ce jeu qui est très important parce qu'en même temps, c'est le jeu de la fixité et de l'animation. C'est le jeu du cinéma lui-même, à animer les images. Voilà. Alors, des questions là-dessus? Oui? Des commentaires? Vous
avez parlé de peinture, mais la photo est également très importante. Le générique de début est totalement fabuleux et pose bien aussi le contexte de ce film. Oui. Par ailleurs, les photos montrant les sauterelles en gros plan montrent que rien de bon n'arrivera à partir de ce moment. Ce plan avec les sauterelles aussi est tout à fait fabuleux. Mais la photo du générique de début, je pense, est très importante. Oui, il y a beaucoup de références à des images, hein, de ces photos dont j'avais mentionné au début, vous avez raison de souligner leur importance. Elles appartiennent à une tendance très importante de la photo américaine, la photo documentaire, à intention presque sociologique, qui montre franchement la misère des gens dans les villes. Et par conséquent, ça joue un rôle très important dans le film, puisque même s'ils ont des malheurs, le fait qui rend le film si exaltant, en un sens, pour les personnages, c'est que c'est à la campagne. Ça respire, il y a une étendue infinie qui est à leur disposition, il y a des animaux partout, etc. Mais alors, parmi les images, vous avez remarqué qu'il y a aussi le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une citation d'un film de Chaplin qui est Les Migrants. Les Migrants. Alors, c'est pas sans attention, bien entendu, puisque on voit par là que il y a à la fois dans ce film une exaltation de la nature américaine et en même temps une réflexion sur tous les aspects de la misère du prolétaire américain, pour appeler les choses par leur nom, puisqu'au fond, ils s'échappent de l'usine, une chose de fonderie, mais ils sont exploités exactement autant, le travail est épuisant, ils sont mal payés, etc. à la campagne. Parmi les photos du début, elles ont un rôle associateur très important, puisqu'à un moment, on voit un monsieur qui a enlevé son chapeau, c'est le président Wilson, qui va passer justement par le train un peu plus dans le film, sous les acclamations des trois personnes qui sont là. Donc la réalité historique entre à ce moment-là, ce double moment dans le film, et elle réapparaît à la fin, puisqu'on voit les GI qui vont venir sauver la France en 1917, et qui sont en train de prendre le train pour probablement un triste destin, et la jeune femme les accompagne. Alors, oui, les sauterelles, c'est très important. Alors, ça fait partie de toute une série de plans animaliers, il y en a beaucoup, alors, mais ce sont les plans animaliers, ils ont une espèce d'innocence au début, c'est des animaux qui se promènent, qui apparaissent plutôt comme chassés par les hommes, etc. Mais là, il y a un retournement, c'est la nature qui devient, avec ces petites bêtes, alors extraordinairement grossies par les gros plans, qui devient extrêmement menaçante. Et alors, c'est là que le nœud dramatique du film se produit, puisque c'est à cause des sauterelles qu'il va y avoir l'incendie, c'est pendant l'incendie que la querelle entre le fermier et Richard Gere va se déclencher, et donc la nature fonctionne ici comme une sorte d'orchestre à l'opéra qui donne toute son ampleur à un conflit humain qui couvait, il faut dire, depuis longtemps. C'est d'ailleurs la querelle qui déclenche l'incendie, non? Oui, c'est ça. Et du coup, il y a la lanterne qui veut lancer sa lanterne, et sa lanterne sur le point. Oui, c'est la querelle qui déclenche l'incendie. Alors, en même temps, on a l'impression que chaque fois que l'homme veut se défendre contre la nature riposte. C'est-à-dire, c'est parce que
bon, il y a quand même cette idée d'enfumer, de se servir du feu. Feu qui apparaît au départ comme un élément plutôt maudit. Hein. On l'a vu dans l'usine, dans la fonderie. Il y aurait toute une physique physique à la manière de Bachelard, sur ce film. Il y a l'eau, qui est incontestablement un élément heureux, et il y a le feu, qui est incontestablement un élément inquiétant, bon, c'est l'enfer, etc. Les sauterelles, elles viennent aussi de la Bible, hein. C'est les plages d'Égypte. Bon. Et donc, le feu, dont on veut se servir pour purifier la nature des sauterelles, bon, finit par se retourner contre les hommes, et avec la complicité des hommes en question, bien entendu. Donc, et là, bon, cette séquence, et ce nœud dramatique est absolument sidérant. On reste dans ce fauteuil. Il paraît d'ailleurs qu'ils ont eu des ennuis, ils ont failli ne pas pouvoir maîtriser l'accent. Un vaste incendie. Bon. De même, l'eau, alors, je parlais de l'eau, je disais que c'est un élément favorable, il n'empêche que c'est dans l'eau que va se faire tuer le malheureux, ce pauvre Richard Gere. D'autres remarques, j'espère, oui. Oui, je vais passer le micro. Ouais, sur les rapports entre censure et cinéma, c'est ça que moi je trouve intelligent, c'est que il y a un traitement du son qui invite à la contemplation, enfin surtout au début avec ce chant contre chant silencieux, on fait le dialogue impossible entre le patron et l'ouvrier, mais c'est aussi dire au spectateur, bon ben il va falloir regarder avec ses yeux plus que écouter avec ses oreilles. Et aussi cette voix off de la narratrice qui incite à la rêverie, qui avait un côté une voix cassée en temps enfantine, qui a vécu des bouleversements, qui est sage en étant naïve. Et puis, une stagnation du récit, un peu, surtout dans la première partie, qui aussi renforce ça. Et puis, la dernière chose, c'est que il y a l'arrivée du train au début, avec le mouvement brouille un peu les visages et donc donne un côté un petit peu abstrait à l'image. Donc là, c'est plutôt le cinéma qui prend son indépendance par rapport à la peinture. Et puis à la fin, Richard Gere qui court et qui est suivi par la caméra de manière ambivalente. Là aussi, son visage se brouille un peu et là, c'est le pendant du. Donc, c'est aussi un côté abstrait, c'est pas plus cinématographique que contemplatif, hein, que fixe, parce qu'au milieu du film, c'est pas mal vous avez dit que l'image était rarement fixe, donc il y a quand même notamment la présentation de la maison au début avec son propriétaire qui est adossé à une poutre, c'est très fixe, qui ne bouge pas, c'est pictural, c'est une vraie aventure. Et au moment où il y a des sauterelles dans le champ qui s'envolent, il y a que les sauterelles qui bougent, mais les gens à l'intérieur du champ restent aussi. Là aussi, c'est une vraie, je sais pas si c'est une citation c'est le film qui est. Là, on peut penser à Hitchcock, en fait. On peut penser aux oiseaux de Hitchcock. Oui. Ça commence par du mouvement et ça finit par du mouvement, et au milieu, c'est plus. Oui, non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette remarque, enfin cet ensemble de remarques que je trouve tout à fait juste, si ce n'est qu'il y a tout de même sans cesse une sorte d'articulation, c'est-à-dire que les plans, il y a des plans fixes, hein, et même très fixes, vous avez raison, il y a le laconisme des personnages, il y a le fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Au début, comme il parle dans l'usine, l'altercation avec le contremaître, on ne sait pas du tout ce qu'ils disent, parce que tout simplement, dans les fonderies, on n'entend rien. Bon. Mais il y a évidemment une espèce de, peut-être pas de nostalgie, mais de référence au cinéma muet. Les personnages ne disent presque rien,
Alors, vous avez raison, le commentaire off de la jeune agresseur, la jeune sœur, il a un caractère de renvoyer l'image à elle-même, puisque elle ne décrit jamais l'image. Le seul moment où il y a un rapport extrêmement précis entre ce qu'elle dit, le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand elle dit, elle tient une mode de terre, elle dit, oui, je pourrais peut-être devenir médecin de la boue. C'est un élément tout à fait capital, bien entendu, parce que ça veut dire que le film s'organise comme rapport à de sonder les profondeurs de la Terre. Je disais tout à l'heure la physique des éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air. Bon, l'air auquel est relié sans arrêt le fermier, puisque il est plutôt à côté de son éolienne. Donc, ça n'est pas pour rien. Donc, tout ça est travaillé. Kevin est un type extraordinairement cultivé. Il a enseigné la philosophie au MIT à Boston. Donc, c'est à côté de Boston. C'est pas un cinéaste politique. Mais je crois que vous avez raison sur beaucoup de points. Mais quand même, quand on regarde un film, il y a quand même énormément de mouvements et aussi de montage. Et du montage souvent très très abrupt, parce que tout d'un coup, on a un gros plan d'un objet. Alors, ça peut faire nature morte à la limite. Par exemple, dans la maison, il y a, je sais pas, à un moment donné, et tout à fait une nature morte sur une carafe avec du vin dedans, ou du Porto, je ne sais pas. Bon. Mais ça surgit brusquement et ça disparaît aussi brusquement. De même, les gros plans sur les personnages, en particulier, il y a des gros plans extraordinaires sur Sam Shepard, qui n'était pas très connu à ce moment-là. C'est magnifique. Mais qui a une expression, grâce à la lumière, etc., un côté hagard, on ne sait pas s'il y a des moments où il réagit, on ne sait pas si c'est enfin, on ne sait pas si. C'est peut-être à la fois sa maladie, encore que peut-être que le médecin se soit légèrement trompé dans son diagnostic, et en même temps le fait qu'il est bouleversé, qui se traduit, mais qui se traduit beaucoup plus par l'angle, et là ça vous donne raison aussi, on est dans la peinture, par l'angle et par la lumière, plutôt que par la mobilité d'expression. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais acteur, au contraire, il est très très bien. Là où je ne vous suivrai pas tout à fait, la seule vraie divergence que j'aurai avec vous, c'est quand vous dites, alors quand ça se brouille, c'est du cinéma, c'est plus de la peinture, c'est abstrait. Oui, c'est abstrait, mais on va vers une peinture abstraite. On va vers une peinture où il y a simplement, un certain nombre de plans de ciel, de soleil couchant, de choses comme ça, de nuages. Au moment où le personnage, le fermier meurt, l'écran devient noir, il est fumé, on peut penser à, je sais pas, l'expressionnisme abstrait, des choses comme ça. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter, c'est l'une des attentions, puisqu'on parlait de ce dossier positif tout à l'heure, il y a un très bon article plusieurs articles d'ailleurs, qui mentionnent le rapport entre le cinéma et la peinture abstraite. Il faut pas, notre idée, si vous voulez, c'était de ne pas nous arrêter simplement aux citations ou aux ressemblances matérielles, visuelles, entre tel peintre et tel cinéaste ou tel passage de film. Je crois qu'il y a plus que ça. Le travail sur la couleur dans ce film doit beaucoup certainement à Jackson Pollock, par exemple, à des gens comme ça. Les cinéastes, de plus en plus, quand ils parlent à leur directeur de la photographie, ont l'habitude de leur dire, écoute, va voir tel tableau, telle exposition de tel peintre. Tu verras en gros ce que j'ai envie de voir.
Alain René fait comme ça. Je ne sais pas si c'est Hans Malick qui a fait comme ça, mais enfin, il y a certainement des rapports de ce type. Donc, le flou derrière les fenêtres, en même temps, c'est très pictural. Hein. Les rideaux, etc., c'est très... Bon. D'autres... Vous avez encore une intervention? Oui. D'autres, on n'est pas obligé de rester sur la peinture. Y a-t-il d'autres remarques là-bas? Je pense que c'est très au fond que Malick n'est pas un réalisateur politique, mais quand même, il me semble que la politique existe comme une dimension surajoutée à tout ce qui serait plus ontologique, élémental, etc., que vous avez souligné. Effectivement, vous avez signalé qu'il a enseigné la philosophie, il a aussi traduit, en particulier en anglais, Heidegger. Oui. Et Heidegger, c'est bon, tout ce qui est la technique, la oui, complexité, c'est pas bien, je simplifie peut-être un peu beaucoup. Et là, c'est un petit peu quand même quelque chose qui existe aussi, par exemple, on observe qu'à côté de la maison du fermier, il y a le drapeau du Texas, hein, de l'autre sacré, avec son étoile unique. Et puis, à un moment, quand il y a une petite discussion entre les deux amants, le sous-titre dit simplement c'est une affaire d'État, quand vous saviez pas. Et en fait, en anglais, il dit c'est federal case. C'est une affaire qui se passe au niveau fédéral. Il faut dire que c'est quelque chose qui est embrouillé, qui est compliqué, c'est pas bien. Et c'est un peu la même chose, en fait, quand les choses passent du niveau de la simplicité locale au niveau global, fédéral, etc., bah, c'est voilà, c'est les jeunes qui partent en guerre, on ne sait pas ce qui a fait un bon, c'est le paysage urbain dévasté, c'est les bordels à côté des pensions pour jeunes filles, et c'est la perte de la simplicité fondamentale. Bon, je sais pas. Donc c'est pas essentiellement politique, mais la politique fait aussi partie quand même, je trouve, de cette pensée d'ensemble qui favorise la simplicité, qui se voit aussi dans ces films ultérieurs, hein, quand on parle du Nouveau Monde, c'est un petit peu ça aussi, c'est la déconstruction de la simplicité des Amérindiens par les envahisseurs européens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le film, il y a des films ultérieurs qui vont dans ce sens-là, effectivement. Déjà, de Bazin, ça va dans ce sens-là. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a alors une innocence qui, ici, n'est pas une innocence, comment dirais-je, paradisiaque, édénique. Le Texas n'est absolument pas présenté comme l'Éden, ce qui arrive dans le film américain. Hein, bon. C'est une innocence qui vient, c'est plutôt une innocence à la manière de Rousseau, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est que ces gens-là, au fond, ne savent pas très bien la différence entre le bien et le mal. Ça transparaît notamment dans le commentaire. Bon. Et puis à la fin, hein, on ne sait pas très bien je ne sais pas très bien où elle allait. Hein. Et donc on a l'impression que tout peut arriver, qu'il y a des sentiments, qu'il y a des rapports avec la nature, qu'il y a tout de même des scrupules, hein, chez ces gens qui ne sont pas du tout amoraux non plus. C'est très difficile de préciser la philosophie de la chose, puisque on voit très bien que après avoir épousé par intérêt, la mariée finit par avoir des scrupules, etc. On voit très bien qu'à un moment donné, Richard Gere vise le fermier, mais finalement il tire par terre. Bon, okay. Et après tout, quand il le tue, il est en légitime défense. Donc, ce qui n'empêche pas de fuir. Peut-être qu'il ferait mieux de rester là, encore que la justice du Texas, à cette époque-là, un riche fermier et un ouvrier agricole, un journalier qui
vient de Chicago, comme ils disent, il a peut-être intérêt à fuir. Bon, mais donc on a l'impression que l'histoire, parce que c'est ça dans le Nouveau Monde, hein, l'histoire intervient dans un milieu qui est encore quelque peu un milieu sauvage, parlait de Rousseau. Alors dans le Nouveau Monde, c'est encore plus évident. Hein. Un milieu où les hommes ne sont pas citoyens. Feral case, ça veut dire aussi, ça m'est complètement étranger. C'est trop compliqué pour moi. Oui. Je crois que nous sommes à peu près d'accord. Oui, il a traduit Heidegger. Je me souviens même, souvenir assez, d'avoir traduit son introduction à sa traduction à Heidegger. Je veux dire que j'avais eu du mal. Oui, alors, effectivement, tout l'aspect, toute la critique de la technique chez Heidegger, elle peut avoir inspiré ici aussi des choses, bien sûr. Autre... Monsieur. Oui, c'est plus une remarque, un ressenti qu'une question. Par rapport aux correspondances entre peinture et cinéma, vous avez évoqué le montage, et effectivement, moi je pense que déjà c'est là où on peut trouver une limite à la correspondance. Ça va très bien. Justement sur l'écriture visuelle de Terrence Malick qui est très forte et qui est très fragmentaire, oui. Procède, on pourrait dire par analogie avec la peinture par touche, et pour autant faire un récit relativement classique dans la narration et le développement de l'intrigue et puis le dénouement, etc. C'est vraiment son écriture proprement qui... moi j'avais pas vu ce film, vraiment je trouve toujours l'approfondissement au fur et à mesure de ces films, de cette façon cinématographique d'exprimer, voilà, c'est plus un peu par rapport à ça que... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que le mot fragmenté me paraît très important. Maintenant, il y a une autre remarque sur la dramaturgie, c'est tout de même, si on compare au modèle classique du cinéma hollywoodien, même jusqu'à cette époque-là et jusqu'à la nôtre, ce qui accentue cet aspect fragmenté, c'est l'extraordinaire variété des tempos, des rythmes si vous préférez. C'est-à-dire qu'on a des séquences extraordinairement planes, il ne se passe pratiquement rien, et on voit des animaux comme ça qui se promènent dans la campagne, et puis tout d'un coup, une très brutale et très brève accélération, et la séquence qui me paraît, moi, la séquence dramatique centrale, c'est-à-dire les sauterelles, l'incendie, la chasse aux sauterelles, l'incendie, le meurtre, la fuite, au fond, elle se produit par plusieurs petites accélérations, avec à chaque fois un développement quasi musical de ce qui s'est passé. Par exemple, bon, les sauterelles, il y a une progression, peu à peu, il y en a de plus en plus, on voit tout le monde intervenir sur les sauterelles. Bon, de même, le combat contre les sauterelles se développe, etc. Vous voyez, donc là, il y a une dramaturgie quand même tout à fait particulière. Effectivement, si on résume l'histoire, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'est pas d'une originalité folle, sauf que, en raison de cette façon de procéder fragmentée, au fond, les motifs des personnages ne sont jamais tout à fait explicites. Par exemple, la question de savoir si la jeune femme, je ne sais même pas si elle a un nom d'ailleurs. Non, Bill, hein. Bill, Richard Gere, c'est Bill. Oui. Il y a Linda, la petite fille. Le fermier n'a pas de nom, on l'appelle toujours The Farmer. Bon. Ce qui renvoie aussi à une forme particulière, c'est des types, beaucoup plus que à vivre des types tout en étant des individus, parce qu'ils sont quand même fortement personnalisés. Bon, mais je reviens à ce que je disais.
il me semble que, sans arrêt, on les voit vus par quelqu'un d'autre, etc. Le fermier se sert de son télescope pour apercevoir la femme qu'il commence à aimer. Bill va les surprendre, il en trouve une porte pour les voir au lit, etc. Il y a plusieurs... et quant à Linda, alors apparemment elle sait tout, mais on ne sait pas, elle ne dit rien. Elle dit oui, elle, ce qui l'a intéressé visiblement, c'est de s'amuser, le terme est probablement trop faible, de se libérer, de vivre, d'éprouver la vraie vie dans cette aventure campagnarde, produit du nouveau tous les jours. Voilà. Donc, mais la fragmentation, oui, c'est très important. D'autres, oui. Je voulais savoir si le film a eu un succès critique et un succès public à sa sortie. Et est-ce que vous avez la réponse à la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi Terrence Malick fait un film tous les 5-10 ans à peu près? Alors, sur le succès, oui, le film a assez bien marché, il a été montré à Cannes, il n'a pas obtenu de prix parce qu'il est en concurrence avec Apocalypse Now, qui a obtenu le Grand Prix. Et le tambour. Oui, le tambour. Et des co-ex-éco. Oui, c'est assez. Mais c'est vrai que c'est pourquoi je n'ai rien contre le tambour. Mais, franchement, le tambour et Apocalypse Now au même niveau d'une part, et le tambour au-dessus des moissons du ciel d'autre part, ça me paraît un peu une erreur de jugement. Vous savez ce qui se passe dans les jurys, c'est qu'on négocie. Alors, tu me donnes le tambour et je t'accorde. Donc, le film avait assez bien marché en France. Et il a eu au moins un succès d'estime aux États-Unis, puisque les Américains en ont beaucoup parlé, dans les grandes revues, enfin, la grande revue américaine en a parlé de manière très, très favorable, donc les journaux en ont parlé également de manière très favorable. Donc le film a coûté cher, visiblement, mais alors, donc il a pas perdu d'argent. Donc c'est pas, ça serait ceci pour ne pas répondre à notre deuxième question. Alors, la deuxième question étant, pourquoi il fait des films aussi rarement? D'abord, je peux remarquer que récemment, il a semblé accélérer le rythme d'une manière inattendue. Contrairement à ce que faisait Kubrick, qui lui ralentissait de plus en plus son rythme de production, lui, il a accéléré quelque peu. Alors, d'abord, il ne parle pas. On ne peut pas lui poser la question. Il se promène à Cannes, incognito, etc. Quand il vient. Oui, à l'époque où il venait encore. Oui, quand il vient. Il se promène incognito, etc. Et, bon, alors, je suis conduit à une hypothèse, c'est qu'il réfléchit. Ah non, mais ça paraît... vous savez, concevoir un film comme celui-là, ça se fait pas en 3 minutes. Ça se fait pas en 3 minutes. Et c'est visiblement un homme qui a un tempérament contemplatif. Donc, je dis, il réfléchit, je ferais mieux de dire, probablement, il laisse le film se construire en lui, au fur et à mesure de ses expériences, de sa méditation, et peut-être de sa rêverie d'ailleurs. Parce qu'une chose qui serait curieux de mesurer aussi, il faudrait le revoir tout de suite, c'est des espèces d'échappées qu'il y a dans le film. Des séquences où les plans, où
gratuits qui répondent probablement à des attentes. Et il y a ça, et il y a d'autre part, je pense, la crainte de se répéter. Parce qu'après tout, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une très grande unité thématique dans ces films, même si ça va, me semble-t-il, de plus en plus, on le lui a reproché, à tort à mon sens, vers un côté religieux, au sens non ecclésiastique du terme, une espèce de panthéisme, plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a dit, tiens, je vais faire une comédie, donc je crois que ça lui prend du temps. Je n'ai pas d'autres explications que ça, non, c'est pas possible. Et oui, effectivement, on a déjà vu les premières images du film qui va sortir, qui est en train de tourner là, qui est en post-production. Nous avons pu rencontrer les premières images. Je pense qu'il est en post-prod. Donc là, oui, Tree of Life a été présenté en 2011, hein, à Cannes, c'est ça, c'était 2011, c'était l'année dernière. Et là, il a enchaîné tout de suite, il y en a un en post-prod. Donc là, le rythme, non, il a été présenté au Festival de Venise, en fait, le dernier. Le dernier a été présenté à Venise? Oui, oui. Ah oui. J'étais à Venise, mais j'étais pas là au moment. Bon, enfin. Oui, à Venise, où il a été très discuté d'ailleurs. Très discuté. Donc, il paraît qu'il est encore plus prosélyte que Tree of Life. Non, prosélyte. Parce que là, on entre. Enfin, non. Tree of Life, on était. À quoi voudrait-il convertir qui que ce soit? Je sais pas, faut lui demander. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes, notamment sur la fin, dans Tree of Life, qui sont qui relèvent quasiment plus du cinéma. C'est-à-dire qu'on est merci. Autant des scènes qui sont légères et qui sont vraiment très furtives, par exemple dans ce film-là, où on voit par exemple la messe à un moment, mais c'est très court, on voit tout le monde qui l'écoute. Autant j'ai trouvé dans Tree of Life, était vraiment, à la fin j'ai presque eu l'impression d'un film de secte où on voit quasiment pas Sean Penn, hein, de la durée du film, si ce n'est à la fin, dans une image qui est oui, enfin je disais prosélyte, enfin qui est très que moi j'ai trouvé très ambigu en fait, qui m'a fait passer à côté du film probablement. Alors je sais pas si le film a été bien monté, Tree of Life, mais en tout cas le peu que j'ai entendu sur le film suivant dont j'ai pas encore retenu le titre et qui a donc été présenté à Venise, c'est qu'il passait encore au stade au-dessus. Alors peut-être que je me trompe, j'espère. Oui, je sais pas, je l'ai pas vu. Encore une fois, j'étais à Venise, mais j'étais en deuxième semaine, et il est passé en première semaine. Il a été effectivement discuté dans les termes que vous citez. Bon, moi je voudrais dire, bon, quand même, ici, la séquence, c'est pas une messe, c'est le sacrement du mariage. Hein. Il y a deux choses. Hein. Il y a une messe avec un coucher de soleil le soir, à la fin de la journée. Hein, il y a la messe, il y a une célébration en fin de journée. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il y a effectivement la cérémonie du mariage, mais bon, c'est des choses qui arrivent finalement. Hein, bah oui, je veux dire, les deux choses, ça existait, qu'est-ce que vous voulez je suppose qu'au Texas, on bénissait les champs, on bénissait les récoltes. Oui, non, mais c'est vraiment léger. C'était pas son rapport au sacré, là, qui était interrogé, sociologique. Il me semble qu'il faut aller. Je ne pense pas du tout qu'il soit spécialement. Encore une fois, moi, je suis à peu près convaincu qu'il ne va pas à la messe tous les dimanches. Hein. Non, mais il était sacré, pas de religion. Oui, si, il y a du religieux, mais au sens où il y a la religion romaine, hein, où il y a du religieux, c'est chez Spinoza, où il y a un panthéisme. Je crois que ce n'est pas une adhésion à une religion particulière. Il se sert effectivement de symboles qu'il emprunte au christianisme, mais s'il était indien, il se servirait de symboles qu'il emprunterait à l'hindouisme. Hein. Je pense que c'est bon. Mais je crois que ça va au-delà de ça.
que la vision de la nature... Bon, si on prend par exemple la bénédiction des champs, là, on voit bien que le curé, il voyait dans le champ. Ce qui compte, c'est beaucoup plus le champ que le curé. Hein. Et que le curé a... Alors, où je suis obligé de dire qu'il y a du religieux, c'est que le curé est là pour donner une dimension religieuse à cette vision champêtre. Ça, je pense qu'on ne peut pas éviter ce commentaire-là. Mais, vous savez, il ne s'agit pas d'une religion au sens d'une doctrine ou d'un culte particulier. Il s'agit du sentiment religieux, du sentiment qu'il y a autre chose, que bon, je ne sais pas comment appeler ça, enfin, ça fait partie de la pensée romantique, qui quand même est sans arrêt présente derrière la préoccupation de ma vie. On va prendre une dernière question peut-être. Oui, c'était sur ce qu'on vient de dire sur le rapport au sacré. Je voulais dire que Malik serait panthéiste. Alors, quand on regardait l'ensemble de sa filmographie, je me pose la question vraiment. Il y a une phrase dans le texte, dans le film, que dit la petite fille, nous sommes Dieu et diable à la fois. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la nature, chez Malik, elle est totalement ambivalente et elle est le reflet de macrocosme, en reflet du microcosme. C'est-à-dire elle reflète les tensions qui sont dans les êtres humains. Et c'est là où, à mon avis, c'est très fort. Et j'ai l'impression que c'est un cinéaste, on va dire, ouvertement spirituel. Et moi, je retrouve un thème, c'est le thème de l'eau qui passe. Et la musique d'Alexandre Desplat dans Tree of Life, c'est une musique très, très qui évoque l'eau qui passe, ici aussi, et ici aussi. Et il y a cette idée d'eau qui se découle, et je trouve qu'on est vraiment dans des symboles, je dirais dans des archétypes très forts, qui fait qu'effectivement, on peut peut-être rejeter ça, mais si on analyse ça avec le mental, on passe à côté. Je pense qu'effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on ressent, et là je pense que c'est le grand pas, vraiment. Et donc sur cette question du panthéisme, on va voir votre avis là-dessus. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment panthéiste au sens où il semble que les panthéistes, c'est ceux qui voient Dieu dans la nature, et moi j'ai l'impression que chez Malik, finalement, le Dieu de la nature, c'est un Dieu ambivalent, c'est pas le Dieu bon, alors je ne sentirais pas catholique pour moi. Ah non, non, parce que pour les catholiques, le monde est merveilleux, l'image ni catholique, ni chrétien, enfin. Et Malik nous montre que le monde, il est fondamentalement, je serais platonicien au sens où on a l'impression qu'il y a un démurge dans le monde, et qu'on a des personnages qui sont prisonniers de ça, et qui essayent d'en sortir à travers un certain cheminement. Oui, je vais dans le choix. Je suis bien avancé. Alors, là, on va rentrer dans on sera évoqué. Tractatus logico-philosophique. Bon, c'est un peu difficile. Alors, je partirai d'un passage. Il y a un passage sur la rivière, la nuit. J'espère que vous avez tous pensé à un film, non, La nuit du chasseur. Seulement, ce qu'il n'y a pas, c'est Robert Mitchum avec Lord Hate. Peut-être demain d'ailleurs. Non, je serai d'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas l'opposition, elle a parfaitement raison, il n'y a pas l'opposition entre le bien et le mal. Il y a le bien et le mal à la fois. Il y a le divin, enfin l'angélique et le démoniaque. C'est peut-être d'ailleurs trop fort. Le bien, il y a une espèce de composition. C'est d'ailleurs pourquoi elle veut devenir l'auteur de la boue. On peut comprendre là aussi. La boue, c'est un composé du pur, l'eau, et de l'impur, de la terre, la salie, etc. Alors, vous avez peut-être raison de critiquer le mot panthéisme. Je ne sais pas quel nom, et au fond c'est peut-être très bien qu'on ne puisse pas donner un nom à cette vision du monde. Bon, il y a évidemment des choses que moi je connais très mal. Il y a évidemment, quelqu'un a parlé de Heidegger tout à l'heure, à juste titre, mais
il y a aussi certainement l'influence de la philosophie américaine, de gens comme Emerson, etc., que je confesse n'avoir pas lu. Le transcendantalisme, c'est l'idée que, c'est parler du rapport entre le microcosme et le macrocosme, l'idée que le cosmos n'est pas simplement matériel. Qu'il y a, alors effectivement, je n'ai pas, dans Platon, effectivement, c'est dans Chimée, si je me souviens bien, le monde est un animal, c'est un être vivant. Et là, on peut avoir cette impression-là. Et je reviens à la scène pour moi centrale de l'incendie, etc. Il y a une expression américaine qui est très difficile à traduire, qui est chère aux scénaristes américains, c'est ce qu'ils appellent the interplay of characters, les réactions mutuelles des personnages. Et là, on a des réactions mutuelles des personnages qui sont le fermier, Bill, l'incendie, les fourmis, la nuit, etc. De même, quand je disais qu'il fallait penser à la nuit du chasseur, il faut penser aussi, si on veut américaniser notre propos, il faut penser aussi à la nuit sur la rivière dans Tom Sawyer. Ou Huckleberry Finn, on a fait deux. C'est dans Tom Sawyer, qui est une nuit magique, en même temps qu'une nuit qui fait peur. C'est ça que j'appelle le religieux. Quand vous, excusez-moi de raconter ma vie, mais quand vous entrez dans la caverne de Capri, où les Romains, et peut-être d'autres avant eux, honoraient des puissances mystérieuses, qu'ils craignaient et vénéraient à la fois. Il y a des bois où on sent qu'on a l'impression qu'il y a autre chose. Bourman a un peu la même sensibilité, si on prend un cinéaste. Là, je suis assez d'accord avec vous. La nature réagit sans arrêt à l'homme, et l'homme réagit sans arrêt à la nature, et ni l'un ni l'autre ne sont d'avance bénis et saints. L'un et l'autre sont fondamentalement. C'est pas seulement ils sont ambigus, mais ils sont. C'est-à-dire que le bien et le mal sont profondément mélangés en eux. Ils sont indissociables. Moi, je pense que c'est ça. Alors, quand on parle sur The Tree of Life, ce serait peut-être difficile de soutenir jusqu'au bout ce point de vue-là, je ne sais pas. Il faudrait revoir le film. Mais, en tout cas, ici, je crois que vous avez raison. Alors, le terme panthéisme, j'hésitais à proposer autre chose qui est l'animisme. Et l'animisme, ça fait plutôt religion avec magie, etc. Jusqu'à preuve